Donc je vais me présenter en fait. Donc pour aujourd'hui en fait, je suis venue donc devant vous. En tout cas, je vous remercie. Je remercie le CRIJ et l'ART Sud PACAD pour l'invitation. L'objectif, c'est de vous présenter les premiers travaux qu'on a fait dans le cadre de la première édition de l'appel à projet spatial qu'on a conduit donc l'année dernière avec donc la société Designtech durant une durée très limitée de 6 mois. Donc c'était un travail exploratoire. Et en fait, dans le cadre du service connaissance du territoire auquel j'appartiens, l'objectif c'est de développer justement le recours à ces solutions spatiales et de voir le potentiel qu'elles apportent pour répondre à des problématiques très appliquées. Et notamment, là, le sujet qui était traité, il s'agissait de voir en quoi l'IA et la télédétection spatiale permettaient justement d'améliorer l'identification et le suivi des zones de dépôt sauvages et de décharge en milieu méditerranéen. Donc, très simplement, peut-être pour citer quelques éléments et chiffres de contexte, pourquoi on s'intéresse au sujet ? Tout simplement parce que la région, en fait, elle fait face à ces problèmes. Je pense que tous les jours, vous croisez des problématiques effectivement de dépôts sauvages aux abords de route, même pendant vos balades en forêt. Et en quelques chiffres, en fait, on estime à ce jour que c'est 21 kilos par an et par habitant qui sont chaque année jetés dehors, donc qui sont déposés. Et ça veut dire c'est 100 tonnes de déchets abandonnés sur la surface totale de la région. De ces déchets aussi, il y a énormément de décharges illégales qui sont issues du chantier des BTP, qui concernent 2 millions de tonnes par an. Et en fait, tout ce travail de résorption et de traitement, en fait, c'est un coût pour justement les collectivités, qui est assez astronomique, qui est de l'ordre de 20 à 90 millions d'euros. Donc c'est hyper important qu'on puisse effectivement voir quels sont les outils et les moyens qui permettent d'optimiser justement le suivi et le repérage de ces dépôts sauvages le plus en amont possible pour essayer de limiter en tout cas le développement, l'ampleur, la volumétrie de ces dépôts. Donc il y a un enjeu tant préventif qu'un enjeu curatif en fait, au travers du travail que je vais vous présenter. Et c'est un travail qui s'est fait en partenariat avec le CNES, je vous en dirai un petit peu plus tout à l'heure. Le pôle SAFE aussi, du coup avec la société Designtech qui est représentée par Anthony Graveline qui s'excuse de ne pas être là présent, mais vous le verrez apparaître à l'écran quand même, qui a été la société lauréate pour ce projet. Donc très rapidement, peut-être des éléments de contexte. Pourquoi est-ce qu'on s'intéresse au spatial, nous, en région sud ? Donc c'est un domaine en fait qui rentre au cœur vraiment de la cible, on va dire, de l'exécutif régional. Déjà parce que ça fait partie, c'est des ressources qui ont été identifiées dans le cadre du plan climat. Donc c'est dans le cadre de la mesure 92, donc une COP d'avance, avec aussi une volonté de valoriser la filière du spatial, notamment depuis 2019. Donc peut-être que certains d'entre vous, on en parlait avec quelqu'un dans la salle, l'événement AppSpace auquel vous avez participé. Donc ça avait été effectivement accueilli par la région et effectivement mis en place avec le CRIJ à l'époque aussi. Et l'objectif, c'est de vraiment développer la filière, d'une part économique, mais aussi le recours à ces solutions. Et ça fait partie des grandes actions qui nous lient avec le CNES depuis 2019, avec une intention conjointe de travailler ensemble, de développer justement le recours à ces solutions innovantes pour mieux répondre et pour effectivement essayer de développer toutes les applications qui permettraient au territoire d'être plus efficients dans leur réponse aux défis du changement climatique et de la transition écologique. Donc c'est vraiment l'intention. Donc ça fait partie de l'axe 2, donc qui est vraiment d'essayer de faire en sorte que la région devienne un territoire un peu précurseur en la matière. Donc en quoi les déchets regardent effectivement la région ? La région n'est pas compétente en fait en la matière, c'est-à-dire qu'elle n'a pas de pouvoir de police, elle n'a pas de pouvoir, donc ça c'est de l'ordre de l'État, des services de l'État et des communes. Néanmoins, il y a des forts enjeux environnementaux qui rentrent dans le cadre de la planification, qui sont renforcés par un caractère prescriptif qui est la loi. Alors je ne vais pas rentrer dans le détail, mais il y a la loi NOTRe, qui a vraiment effectivement transféré cette compétence à la planification des déchets pour l'inscrire, qui est vraiment une orientation phare qui est inscrite dans le cadre du SRADET. Et il y a la loi AGEC, donc de 2020, qui elle vraiment impulse justement cette lutte contre le gaspillage et intègre de nouveaux articles concernant la lutte contre les dépôts sauvages et les installations illégales. Donc dans ce cadre-là, la région en fait mène donc des actions suivantes qui sont notamment l'animation et la participation à l'animation et à l'alimentation de l'Observatoire régional des déchets et d'économie circulaire, donc qui est piloté par l'ADEME, l'ADREAL et la région, j'y reviendrai,
qu'on a mobilisés dans le cadre de ce travail, et accompagne aussi les acteurs et les autorités compétentes en matière de prévention, de collecte, dans tout le travail de sensibilisation aussi que la région fait auprès de ses homologues dans les territoires. Donc le POC, si on rentre dans l'objectif de cette mission, qui, je vous l'ai dit, était une mission expérimentale, c'est une preuve de concept qui a été menée donc, sur un temps court. L'objectif opérationnel était très simple en fait, c'est de voir, alors vous allez me dire, il y a plein de gens qui développent des solutions, et c'est le cas hein, de ce travail, qui ont développé des solutions avec des outils de détection, c'est des choses qui se font. Cependant, nous, le côté innovant, on va dire, ou le défi à relever, c'était de voir dans quelle mesure les outils existants permettaient justement de vraiment être en capacité d'obtenir le même résultat dans les zones méditerranéennes que vous connaissez, hein, avec une couverture persistante, un substrat argilo-calcaire, donc voilà, avec une complexité paysagère, un relief paysager, avec justement des grandes agglomérations aussi. Donc comment effectivement cette technologie en tout cas proposée, ou cette solution proposée permet ou est adaptée ou peut s'adapter à nos problématiques locales. Donc l'objectif c'était vraiment de connaître les types de dépôts sauvages. Donc voilà quoi on a fait à faire. Je disais que c'était avant tout effectivement des dépôts du BTP. D'évaluer, et ça c'est ce qui est compliqué, si on n'est pas sur le terrain, d'évaluer le volume et d'avoir une historicité aussi, une traçabilité un petit peu de l'évolution de ces dépôts, et identifier les enjeux, c'est-à-dire c'est déposé dans quel environnement, à proximité d'une route, à proximité effectivement de cours d'eau, de pouvoir vraiment évaluer un peu la sévérité un petit peu de l'impact qu'ont ces dépôts sauvages, donc en fonction du milieu dans lequel elles se trouvent, mais pour évidemment mieux agir et mieux développer les stratégies d'intervention et limiter les coûts, en tout cas, ou limiter que ça s'étale un peu trop. Donc du coup, la deuxième de l'action, c'était de vraiment identifier, donc comme je l'ai dit, c'est tant voir ce que le satellite nous apporte, mais c'est aussi voir dans quelle mesure on a les images, on a les sources qui sont adaptées pour ce genre d'analyse. Donc voir quelles sont les sources, on va dire, publiques qui permettraient de le faire. Et d'assurer justement aussi, parce que l'objectif, on est sur quelque chose qui est très mouvant, donc des déchets, il y en a tous les jours, ils changent de place, ils grossissent, mais d'avoir la capacité aussi de revisite et de suivi régulier de ces dépôts sauvages. En complément, et de venir aussi surtout en complément des campagnes terrain, c'est-à-dire essayer de gagner, d'être un peu plus en amont en fait, du travail qui est fait aussi par les patrouilles sur le terrain. Et ensuite, l'objectif de ce POC, c'est de voir dans quelle mesure ces données issues donc, de ce travail-là pourraient venir en complément des données qui sont, elles, issues de l'Observatoire régional, qui, elles, sont pour la plupart des données saisies par les opérateurs du terrain. Donc, la zone d'étude choisie, on a pris, je pense que un peu plus loin, aux abords de la gare TGV, je pense que vous connaissez le secteur. Le territoire de la métropole d'Aix-Marseille nous est apparu être un bon territoire d'expérimentation avec des zones cibles assez spécifiques. Hein. C'est vrai qu'on s'est bien amusé autour de la zone de la gare TGV. Donc ça a été 6 zones qui ont été choisies, un peu réparties de manière, on va dire, avec des aspects assez représentatifs un peu de la métropole d'Aix-Marseille. Des zones, on a quelque chose qui couvre le parc Sainte-Baume, on a la vallée du Vaune, on a effectivement les alentours de la zone industrielle vers l'étang de Berre, on a vers la Med, on a justement ce que je disais vers la gare TGV. Voilà, on a plein de secteurs différents où on a testé, on a pu justement mettre en œuvre cette expérimentation. Et alors ça, j'en ai pas parlé très rapidement, cette mission, comment elle s'est déroulée. Donc en fait, je disais, c'est un appel à projet, c'est-à-dire qu'on écrit un cahier des charges avec les partenaires associés à ce projet, qu'on publie chaque année sur un sujet. Et en fait, il y a des startups ou PME, petites et moyennes entreprises, qui peuvent répondre et nous proposer une solution pour répondre à la problématique. Donc c'est une société lauréate, et à cette société, pour conduire cette mission, on lui apporte un soutien financier à la hauteur de 50% du coût de l'étude. Donc c'est l'objectif, elle est évaluée sur les procédés méthodologiques mis en œuvre, qui soient le plus innovants possible. Donc l'IA évidemment en faisait partie. Et aussi sur tout le procédé et de validation et de circuit aussi qu'elle mettait en place pour être certaine que ça pouvait répondre. Il y avait un côté très applicatif aussi qui était attendu. Ça a donné lieu justement à une maquette web carto qui je vous montrerai aussi dans mon exposé. Donc très rapidement, pour un peu reformuler un petit peu le déroulement de cette mission,
Donc en soi, on avait vraiment une demande exprimée à la base par le service économie circulaire et déchets, compte tenu des problématiques que je vous ai exposées, la topographie, les problèmes d'accès aussi, hein, donc parce que des fois il y a des dépôts qu'on ne voit pas parce qu'on ne peut pas y accéder, ils sont souvent très bien cachés, et faciliter justement un peu le repérage et avoir un meilleur maillage complet du territoire grâce au satellite qui lui s'abstient de toute limite, n'est pas limité par des problèmes d'accessibilité et permet justement d'être un outil de signalement en amont qui permet de faciliter justement après les interventions sur le terrain. Donc le satellite, on a mobilisé les images provenant du dispositif Dynamis, qui est un dispositif, un catalogue de données mutualisé où vous avez plusieurs sources d'images. Et grâce à Dynamis, en tant que collectivité, on a accès à un certain volume de données de manière gratuite, qui nous a permis, et de programmation, donc tant de données d'archives que de programmation. Et nous, donc, on est parti sur des images Pléiades de 50 cm de résolution, en mono et en stéréo. Je vous expliquerai pourquoi après derrière. Et l'objectif, c'était de donner effectivement ces images au bureau d'études qui après a lancé les traitements sur la base de... Je ne vais pas en dire plus parce qu'après M. Grali vous fera une petite présentation. Mais en fait, grâce à ce travail un peu, c'est vraiment un circuit enfermé, hein, grâce aux données de terrain de l'observatoire, ils ont pu effectivement lancer leurs algorithmes pour d'avoir des données d'entraînement pour faire apprendre effectivement au logiciel, en tout cas à la chaîne de traitement, reconnaître un déchet en fonction de tel environnement, sous couvert, en fonction de tel substrat, en fonction de tel type de déchet. Donc c'est des données qui sont venues alimenter en amont la chaîne de traitement et aussi en aval pour valider les résultats obtenus de manière automatique. Donc cette expertise, elle s'est faite dans le cadre d'un comité de suivi qui a réuni justement des gens de l'observatoire, l'ADEME, des services de l'État. On a eu le parc Sainte-Baume, on a eu la métropole d'Aix-Marseille, le parquet, même on a eu la police qui était associée et qui se sont fortement mobilisés pour valider, regarder, nous accompagner dans la montée en gamme un petit peu de ces résultats. Donc, au final, les travaux réalisés, à ce jour, on avait, dès qu'ils ont, très rapidement, il a été jugé intéressant de mettre à la disposition ces informations au travers d'une plateforme qui permettait d'avoir recours à l'image satellite utilisée, d'avoir le point de localisation et de pouvoir effectivement donner les informations. Et cette plateforme permettait aussi à l'utilisateur de pouvoir réagir, interagir sur la validité, est-ce que c'est un faux positif ou faux négatif, hein, puisqu'on a des fois donc faux positif, c'est-à-dire c'est quelque chose qui est signalé comme être un dépôt, mais ça n'en est pas un. Beaucoup de confusion avec des éperons rocheux, des choses comme ça. Et en même temps, dès lors qu'il permettait de valider au travers de la plateforme, effectivement, de fiabiliser l'information en renvoyant des photos, ou au contraire, des fois de resituer le point ou d'en rajouter un dans la mesure où le satellite ne l'avait pas détecté. Donc en fait, les images utilisées pour rapidement rentrer un petit peu, donc c'est des images qu'on a rentrées dans la technique, c'est des images Pléiades mono et stéréo. Donc c'est la prise de vue mono ou stéréo. Le stéréo nous a permis donc c'est des passages où en fait on a plusieurs angles de vue différents qui nous permettent d'obtenir, on va dire, une carte entre guillemets en relief et d'avoir une estimation un peu de la volumétrie des tas. Grâce à la haute résolution de Pléiades, on arrivait à détecter des tas de dépôts d'une surface de 5 mètres cubes, ce qui est assez intéressant, soit l'équivalent d'un matelas de place, d'un matelas de lit de place. Donc on voit qu'on est vraiment dans quelque chose de très 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 fin. Et du coup, afin justement d'avoir la répétitivité voulue, on a lancé 3 campagnes de programmation. Donc ça, c'était des choses qui ont été définies en amont avec Dynamis. Grâce à cette répétitivité, cette revisite permettait aussi de fiabiliser les résultats, parce que des fois, quelque chose qui était détecté, on ne pouvait pas couvrir tous les points qui étaient détectés en amont, sur une première image, des fois étaient validés ou invalidés au passage, ou au contraire, on s'est rendu compte souvent. On peut affirmer que c'est un dépôt, parce qu'un dépôt, malheureusement, en attire un autre, et ce dépôt a tendance à grossir. Donc c'est vrai que c'était des informations indicatives, et ça, c'est quelque chose qu'on faisait apprendre justement au logiciel aussi sur le fait de changement de morphologie. Donc c'est là où en fait l'IA est rentrée en compte. Donc il y avait une question d'environnement, il y avait une question aussi de texture, de spectrale. Il y avait une question aussi de volume.
et d'évolution aussi, donc de changement de signal, de détection effectivement de signal. Donc grâce à l'IA, on a pu obtenir tous ces éléments. Grâce aux données aussi de l'observatoire qui a permis aussi d'affiner un peu justement l'identification spécifique et surtout de pouvoir détecter au plus tôt tous ces éléments et de lancer les contrôles terrain. Donc en fait ça a été quelque chose d'assez une boucle un peu cognitive qui a permis, donc grâce aux apports du terrain, on a amélioré petit à petit effectivement cet algorithme qui a pu être de plus en plus efficace dans sa détection. Et surtout, très rapidement, il y avait également un croisement qui a été fait directement avec plusieurs bases de données, notamment un lien avec l'occupation du sol, avec les installations justement classées pour la protection de l'environnement. C'était autant de données qui nous ont permis effectivement d'avoir des calculs aussi de distance aux déchetteries aussi, parce que la plupart du temps, on se rend compte que les déchets sont souvent à proximité aussi de ces déchetteries, des voies, des routes. Donc on a eu pas mal d'indicateurs qui étaient très intéressants, qui ont été produits. Et ensuite, surtout, comme je le disais, c'est le suivi temporel, l'occurrence, l'amplification du phénomène et surtout l'analyse de la volumétrie et de l'ampleur de la volumétrie. Autre aspect qu'on a aussi creusé, on s'est rendu compte que l'image stéréo nous a permis aussi de vraiment détecter des fois des rehaussements du sol. C'est-à-dire qu'en fait, au début, quand on a commencé la mission, on s'est dit on va s'intéresser uniquement aux dépôts en surface. Mais on s'est rendu compte qu'en fait, il y avait des grosses problématiques aussi d'enfouissement de déchets qui faisaient prendre de la hauteur à certains espaces qui donc étaient caractérisés par une surélévation du terrain en cours et qui mettaient en avant, alors souvent dans des parcelles privées, qui mettaient en avant, on va dire, des pratiques peu scrupuleuses de certains propriétaires et notamment dans des espaces naturels et forestiers. Donc ça a été également quelque chose, ça a été la bonne, en tout cas la belle plus-value aussi de ce travail. Donc pour rentrer un petit peu plus dans le détail, étant donné que Anthony Graveline, donc qui est le fondateur de la société DesigTech, n'a pas pu être présent, il vous a fait une petite vidéo, en espérant que ça marche, pour vous expliquer un petit peu les procédés d'IA mis en place, que je vous laisse visionner. Bonjour à toutes et à tous, je suis Anthony Graveline, je suis président cofondateur de DesigTech et à DesigTech, on est spécialisé dans la lutte contre les atteintes à l'environnement et le changement climatique. Et on le fait principalement en exploitant l'imagerie satellite et l'IA. Donc l'IA qui est évidemment clé dans le processus d'analyse pour pouvoir automatiser la détection et la surveillance d'événements spécifiques au sein de milliards de pixels. La lutte contre les atteintes à l'environnement nécessite de classifier beaucoup d'événements et au départ de notre aventure, dans l'observation de la Terre, on a décidé de se consacrer à la problématique des dépôts sauvages et des charges illégales. Alors, pour les biens de l'expérimentation avec la région, on a mis en œuvre un modèle d'IA chargé d'analyser les images satellites acquises à intervalles réguliers et de détecter les déchets abandonnés qui s'y trouvent. Alors, il se trouve qu'on a déjà mis en œuvre un modèle similaire dans le département du Val d'Oise et un des buts de cette expérimentation était d'évaluer sa capacité à faire le même type de traitement dans la région PACA. Alors, bien que nos algorithmes aient la capacité de généraliser à d'autres territoires, les régions méditerranéennes posent des défis pour plusieurs raisons. La principale difficulté rencontrée est la présence de dépôts calcaires dans la région, dont la texture et la configuration spatiale présentent de grandes similitudes avec celles typiques des dépôts de matériaux de chantier type gravat. Une partie importante du travail a donc constitué à permettre aux différents algorithmes de distinguer et de comprendre la structure des zones rocheuses. Alors, en ce qui concerne l'architecture de notre plateforme, le modèle de DEEP que nous avons construit, c'est un réseau de neurones constitué de 2 sous-modèles. Dans un premier temps, nous avons un modèle de segmentation sémantique sur la boîte rouge qui prend en entrée une section d'image satellite carrée d'environ 128 mètres de côté et qui répond pour chaque pixel de cette image une confiance dans le fait que le pixel représente des déchets. Et à partir de ces confiances, on sélectionne l'ensemble des pixels pour lesquels la confiance du modèle est au moins de 50%. On les partitionne en groupes pour représenter notre notion de pile de déchets qui va nous suivre dans l'application. Donc le contexte de 128 mètres utilisé par le modèle, il a été choisi pour des raisons techniques de coût d'entraînement et afin de permettre au modèle de prendre une décision finale en fonction d'un contexte plus large, ce qui, on va le voir après, est très important dans la région PACA, nous avons mis en œuvre un second modèle de classification
boîte bleue dans le diagramme, qui permet de filtrer les piles candidates relevées par la segmentation sémantique en fonction d'un contexte de 250 mètres. Ce modèle, donc, il prend en entrée une image satellite centrée sur l'ensemble de pixels relevés par la segmentation sémantique et prédit si la configuration spatiale et de texture de ces déchets potentiels est cohérente avec celle vue durant la phase d'entraînement. Donc cette approche en 2 étapes, elle permet d'avoir une idée très précise de la configuration au sol de la pile de déchets détectés grâce au modèle de segmentation, tout en ayant une précision très bonne grâce au classifieur. Alors, comme évoqué, la texture du sol calcaire présente des grandes similarités avec celle des déchets du bâtiment. Voici quelques exemples de configurations qui ont provoqué de fausses alarmes avec la version non spécialisée du modèle. Donc ces configurations, bien que de texture identique avec des déchets de type gravat, sont des structures rocheuses anodines. Donc après avoir analysé de nombreuses configurations similaires, nous avons conclu qu'il était nécessaire de réentraîner le modèle de classification, afin qu'il puisse apprendre à reconnaître les patterns à exclure. On n'a pas vraiment constaté de problème de sensibilité à la détection qui soit spécifique à la région. Aussi, nous sommes concentrés principalement sur la réduction des faux positifs. Et donc, le réentraînement du modèle de classification a permis de radicalement changer la quantité, mais aussi le profil type des fausses alertes. Voilà. Donc, voilà, de manière un peu synthétique, effectivement, les procédés mis en place. Autre point pas soulevé par Monsieur Graveline, c'était aussi le décalage effectivement de contraste de lumière en fonction des différentes prises de vue à différents moments de l'année, puisqu'en fait on a pris des images d'hiver et on est allé jusqu'à des images de printemps. Donc ça aussi c'était quelque chose qu'on a dû prendre en compte aussi dans la recalibration du modèle. C'était les changements de luminosité et il y a eu un travail de normalisation aussi à faire qui a pris un petit peu de temps. Donc, comme je le disais, donc très rapidement, je ne vais pas me rentrer dans une démonstration, mais si certains le veulent, je pourrais un peu plus pousser ou vous pourrez venir me voir. Donc la plateforme, en fait, derrière a été utilisée et permettait autant d'interroger l'image source, mais de localiser et de pouvoir effectivement avoir cet échange en bilatéral direct avec les acteurs du terrain qui se sont vraiment servis et saisis de cet outil comme outil effectivement derrière d'aide à la décision pour programmer effectivement derrière des campagnes de traitement, d'évacuation de ces déchets. C'est-à-dire que voilà, ils avaient ces alertes qui ont été envoyées dans un premier temps et donc ils sont partis sur le terrain, ils ont ciblé donc en fonction justement, on avait aussi un taux, on va dire un taux de confiance qui était donné au moment de la détection, qui permettait aussi de donner, donc par un système de jeu de couleurs, de donner effectivement, en fonction de la couleur, voilà, la précision. Quand on avait une forte incertitude sur certains dépôts, notamment de grande ampleur, c'est vrai que il y a les patrouilles sur le terrain ont privilégié justement de se déplacer sur ces zones. Donc c'était voilà, avec la possibilité d'ajouter des photos, de contribuer, de modifier, voire et d'ajouter des données. Donc pour les résultats, donc, au final, ça a été sur 6 zones qui couvrent à peu près 600 km² sur la métropole d'Aix-Marseille. Ça a été 772 sites qui ont été signalés comme potentiel dépôt sauvage. Et dans ces 772, 142 faux positifs signalés. Donc, c'est aussi ceux-là qui ont été vérifiés sur le terrain pour justement voir si c'est quart de prédiction ou quels étaient effectivement les risques de confusion qu'il y avait. Donc, comme on l'a dit, Monsieur Graveline, c'était avant tout des problèmes de confusion avec la colorimétrie, avec le sol, en fait, le substrat calcaire. Et en plus de ça, c'est que ce travail-là a permis, en plus de ça, d'alimenter et de compléter la base de données. Parce que les acteurs, quand ils étaient sur le terrain, comme je vous disais, il suffisait qu'il y ait des choses qui soient passées à la trappe, parce que souvent on a des tapes plus petits que ce qui pouvait être perceptible par le satellite. Donc il y a aussi 65 points qui ont été rajoutés manuellement, ce qui est venu aussi compléter et encore qui ont été également réintégrés dans le modèle pour essayer d'affiner sa composante. Donc les retours utilisateurs, ça a vraiment été, en tout cas l'intérêt, c'était d'avoir quelque chose qui permette de vraiment appréhender le plus tôt possible, en tout cas cette détection précoce à partir du satellite, qui a permis de prévenir et de limiter les impacts sur l'environnement. Je parlais des cours d'eau, mais il y a aussi la question des nappes phréatiques aussi, donc on n'y pense pas, mais voilà, donc des fois il y a des substances polluantes qui
qui peuvent être assimilés dans le sol, d'avoir un suivi dans le temps assez régulier. Donc on a estimé que finalement 2 campagnes peut-être dans l'année seraient déjà effectivement suffisantes pour avoir une... Donc on se rend compte que il y a des périodes un peu propices, le printemps, quand les gens taillent, voilà, les gens sont plus dans les travaux, ou à la rentrée. Voilà. On avait remarqué aussi que ça c'est plus à dire d'experts, de gens du terrain qui nous ont dit ça, donc on essaie de... Si on doit poursuivre cette expérimentation, de viser plus des programmations à ces moments-là de l'année, et de favoriser aussi peut-être l'implantation de caméras de surveillance à certains endroits. Voilà. Alors ça, on est plutôt à proximité de zones urbaines, parce que la grosse problématique, c'est effectivement aux abords de ces grandes métropoles, ces grandes zones urbaines, on a beaucoup. Alors on n'est pas allé dans les dépôts en centre-ville, hein. Là c'est encore une autre question. Je pense que voilà, ça sera un prochain peut-être défi. Mais on a vraiment cette problématique de dépôts à proximité justement de milieux résidentiels, de zones résidentielles ou de voies routières. Et derrière, donc tant sur comme je disais, sur la problématique de préventive, avec derrière des patrouilles effectivement qui vont peut-être un peu plus optimiser leur déplacement. Et après, il y a toute cette question aussi sur la prévention, donc avec les signalements de zone, l'organisation de l'activité, la collaboration aussi. Donc ça a permis de mettre en place vraiment une collaboration entre plusieurs acteurs. Et avec toute cette question aussi voilà, de mieux optimiser effectivement tout ce retraitement et le pilotage aussi de ce plan en tout cas de lutte contre les déchets. Donc c'est vraiment quelque chose qui a été, voilà, où derrière il y a des forts impacts économiques. C'est un travail qui a été fortement apprécié, qui a donné lieu à plein de perspectives, qui pour le moment sur lesquelles on est encore en cours de discussion. Donc en soi, voilà, donc c'est vraiment, je l'ai déjà dit, hein, donc des procédés techniques grâce à l'IA où en fait les déchets évoluent beaucoup sous leur format, sous leur volume, sur les endroits où ils ont aussi les zones de localisation. Et grâce à l'IA et en important ces données un peu au fur et à mesure, c'est vrai que le modèle devient de plus en plus intelligent et permet de prendre un peu les devants ou d'anticiper ou d'anticiper un petit peu les choses sur des zones qui est dites sensibles, où on peut faire des focus effectivement pour certaines surveillances. C'est vraiment effectivement quelque chose de un outil de pré-identification. Évidemment que ça ne remplacera pas derrière le contrôle terrain, hein, puisque on est, comme je l'ai dit, hein, on est limité par le couvert forestier. On peut être limité par la question aussi de la couleur aussi de ces dépôts, qui sont divers et variés en fonction de ce qu'on retrouve. Mais c'est vraiment, en tout cas, ça a été vraiment vu comme un outil support et ça apporte un premier niveau d'intelligence et d'interprétation qui est vraiment inconsidérable. Et c'est une base de départ qui permet aussi de pouvoir structurer un petit peu tout le travail et un peu toute l'intention de cet observatoire régional qui se veut effectivement être un centre un peu on va dire un point de centralisation de toutes ces informations. Voilà, donc je vous remercie. Je ne sais pas s'il y a des questions. Donc Étienne Massé du SMAVD. Alors du coup ça m'amène plusieurs questions. Est-ce que donc les dépôts que vous avez détectés, c'est surtout en milieu ouvert ou c'est les dépôts que vous avez détectés, c'est surtout en milieu ouvert, non? Ou aussi en milieu un peu forestier? Alors, on arrivait, dès qu'il y avait un petit morceau de dépôt qui dépassait, en fait, vu qu'il fonctionne au pixel, il suffisait qu'effectivement, il y ait quelque chose qui dénote par rapport au couvert végétal. On arrivait à avoir effectivement un signalement. Et, donc, voilà. Et la surface minimale que vous arrivez à détecter? 5 mètres carrés. 5 mètres carrés, d'accord. Voilà. Donc du coup, pour la suite du projet, parce que bon, ça c'est un truc, ça c'est une des missions du SMAVD, aller faire une surveillance du DPF, DPE sur cette problématique. Du coup, la suite du projet, c'est quoi? C'est ce que c'est porté encore par la région? Alors là, actuellement, Monsieur Graveline en parlerait mieux que moi. En fait, la problématique, là, on a pu bénéficier d'images gratuites. Donc l'acquisition des images, c'est un coût. Il faut, voilà. Donc là, on a un certain volume par an en tant que collectivité. Faut le savoir. C'est pour ça qu'on pense que 2 campagnes suffiraient là où on en a fait 3 sur 6 mois. Donc oui, j'ai oublié de préciser, c'est une mission qui s'est déroulée sur 6 mois de temps. Donc ça a été très court. Et donc l'objectif, alors là on a il y a la métropole d'Aix-Marseille qui regarde un peu de près, il y avait le parquet de Marseille et là c'est la métropole Nice-Côte d'Azur qui commence un peu à
à se pencher dessus parce qu'ils ont des fortes problématiques aussi de déchets. Et c'est surtout qu'en fait, on se rend compte que là où le satellite son fort apport, c'est outre effectivement le suivi du phénomène par sa répétitivité et le suivi de l'occurrence, mais c'est surtout le fait qu'il arrive à voir des secteurs où il y a des déchets sur des zones qui sont peu accessibles. Donc c'est ça en fait. Donc, et c'est le cas des Alpes-Maritimes en fait. Il y a beaucoup de déchets qui sont pas forcément visibles au premier abord. Donc c'est voilà. Après sur le modèle financier, donc voilà, si vous voulez plus d'informations, vous avez la possibilité de contacter Monsieur Graveline, mais ça marche par un système d'abonnement au kilomètre carré. Voilà. Donc la plateforme, elle est où eux, ils font tourner ça à convenir. C'est un genre de forfait en fait, en fonction de nombre de revisites, l'image utilisée. Ils peuvent intégrer cette acquisition de l'image voilà, dans les coûts. Ça, c'est quelque chose à définir. Donc, il y a un modèle économique, oui, qui existe. Et là, le département du Val d'Oise utilise donc cette plateforme, en tout cas. Donc là, nous, en tout cas, la région, on n'est pas en capacité, en tout cas. Alors, on peut apporter, peut-être, ça sera à réfléchir, on peut soutenir justement des initiatives comme celle-ci, mais en tout cas, on n'est pas autorité compétente sur le sujet. Donc du coup, ce n'est pas nous, mais d'engager, on va dire, le portage de ce genre de plateforme. En tout cas, pour le moment, c'est pas voilà. À voir si c'est quelque chose qu'on peut inscrire dans le cadre de l'observatoire. C'est des choses. Donc ça, c'est un projet qui s'est terminé l'année dernière. Hein, donc on est vraiment dans des discussions. C'est à creuser, mais si des acteurs comme effectivement vous, SAMAVD ou d'autres sont intéressés, on pourrait envisager des choses, oui. Donc, voilà. L'observatoire là, des déchets, là, oui. Ça va être porté par la région? C'est piloté par l'ADREAL, la région et l'ADEME. D'accord. Voilà.